Bonjour à tous, en ce dernier jour de l'année 2018. Nous revoici pour cette rubrique chronique de la transition énergétique et du photovoltaïque mensuel. Alors, vous en serez sans doute rendu compte, il n'y a pas eu de rubrique au mois de novembre. Et en fait, cette rubrique-là, aujourd'hui, sera un amalgame du mois de novembre et de décembre. Alors, la raison à cela, c'est qu'en fait, produire de l'information ou relayer de l'information alors qu'il n'y a pas de l'information, il n'y a pas trop d'intérêt. Et en fait, durant le mois de novembre, rien de nouveau, rien de bien spécifique, enfin rien qui justifierait qu'on vienne prendre l'antenne, grosse expression, pour partager deux trois informations. Donc je me suis dit on va laisser pisser, on va voir et peut-être qu'avec décembre ça arrivera à proposer quelque chose d'intéressant. Donc, effectivement, novembre, je dirais pas grand-chose de nouveau. En fait, si, il y a de la nouveauté, mais ce que j'aurais eu à vous relayer, ça aurait été des choses que j'aurais déjà pu relayer les mois précédents, c'est-à-dire, en gros, la dynamique actuelle en termes de transition énergétique, hein, et également dans les dispositifs photovoltaïques, c'est-à-dire des petits projets qui se mettent en place un peu partout en France, par le biais on va dire d'organismes constitués par des mairies ou par des citoyens, enfin des choses avec divers business plans. Voilà, c'est ce à quoi on assiste. C'est des initiatives locales qui participent à la transition énergétique globale au sein du territoire français. Voilà, donc effectivement, hein, je le répète, il y a plein d'articles. Chaque semaine, je peux vous relayer tout ce type d'infos-là. Est-ce que foncièrement, ça a un intérêt? Oui, ça aurait un intérêt si j'étais capable de reprendre des informations par tous les départements pour que vous, là où vous vous trouviez, territoire d'outre-mer y compris, vous sachiez que chez vous, il se passe là du point de vue de la transition énergétique. Mais globalement, pour une information plus généraliste, ça donnerait une tendance. Mais bon, je serais là en train de répéter, tel endroit il se passe, il y a ça, tel endroit il se passe ça. Bon, enfin, ça deviendrait chiant, je pense. Pour moi, ça serait chiant, et pour vous, ça le serait certainement aussi. Donc, soyez quand même rassurés, plein d'initiatives ont lieu dans la transition énergétique au niveau local. C'est constant et c'est régulier. Alors, maintenant, on va attaquer le gros du sujet. Le gros du sujet, parce qu'en fait, le gros de l'actualité de la transition énergétique, sur novembre et décembre, c'est une putain d'affaire. C'est une putain d'affaire qui est en relation directe avec l'actualité. C'est le Macron Leak qui révèle que la taxe carbone visait à financer des baisses de cotisations patronales. Alors, pour moi, c'est vraiment le gros de l'affaire de la transition énergétique, puisque nous avons eu, et ça vous pouvez pas l'avoir loupé, moi non plus, vu que j'ai fait quelques interventions vidéo, que j'efface au passage, quasi systématiquement, que ce soit sur ça ou sur d'autres sujets, je dirais sociétaux en dehors de la transition énergétique, parce que je veux donner une information ponctuellement ou un point de vue, mais je veux pas que le mur, sur le long terme, soit dénaturé, le mur, enfin la page YouTube soit dénaturée et que ça s'écarte dans son essence de la transition énergétique et du photovoltaïque. Mais je m'écarte pas non, enfin, je me donne quand même le droit d'intervenir du point de vue sociétale ou politique. Sachant que j'affiche, voilà, vous savez tous ce que je pense, mes positions, elles sont claires et nettes, ce qui vous permet, vous, de votre côté, de pouvoir attribuer une notation en fonction de vos sensibilités, de vos critères, et puis voilà, un niveau d'évaluation de crédibilité par rapport à ce que je vais vous relayer comme info. Alors, ce fameux Macron Leak, c'est pas une chose qui est nouvelle, c'est un truc que j'avais potassé, c'était courant 2017. Avant les élections de Macron, il y avait eu une déferlante sur Internet de documents qui étaient téléchargeables et qui par la suite ont été repris et validés par Wikileaks, donc de Julian Assange. Ces documents, il s'agissait de documents PDF, voire de copies d'emails, qui étaient censés provenir des gens du cercle autour de Macron, donc du parti politique En Marche. Et ces documents, on pouvait y trouver de tout, y compris des informations très intéressantes sur des achats d'armes. Ça, bon, c'était vérifié. Sur des achats de... Alors,
de produits qu'on pourrait qualifier de stupéfiants, des stupéfiants, à l'étranger, avec du Bitcoin. On pouvait y trouver également des documents sur la transition énergétique et sur ce qui allait se passer par la suite dans la budgétisation des divers budgets annuels et des hausses de taxes et d'impôts et globalement sur la politique de transition énergétique que le gouvernement Macron allait mettre en place. Donc dès 2016, pour rappel, Macron est élu en 2017. Donc, voyez qu'en fait, les types travaillaient bien en amont de l'élection avant d'arriver au pouvoir et ensuite pour faire émerger courant 2018 une hausse et une communication autour de la hausse de la fiscalité, de la taxation au niveau des carburants. Mais là où c'est intéressant, dans ce qui nous intéresse, là on va se concentrer sur la partie Wikileaks, MacronLeaks, et de ces fameux emails et PDF et copies de factures et j'en passe, c'est qu'il y a dans ces emails, qui ont été validés, attestés comme vrais par Wikileaks, des emails qui révèlent qu'en fait, la taxe sur les carburants et la politique de taxation au niveau des carburants du gouvernement Macron était prévue dès 2016, bien avant les élections, et qu'il était prévu qu'en fait, d'ores et déjà, que cette taxation ne soit pas attribuée et redistribuée, pour la transition énergétique, mais en fait que ça allait tout simplement permettre de financer les aides patronales. Alors les aides patronales, qu'on s'entend bien, c'est-à-dire les aides que Macron et le gouvernement Macron allaient donner à tous ses amis du CAC 40. Voilà. Donc, ça a toute son importance, puisqu'on voit que la France est à feu et à sang, on peut le dire, voilà, l'utilisation de flashballs, ce sont des armes à feu qui sont mortelles à 10 mètres, donc tous les week-ends, il y a des gens qui sont blessés, avec des rumeurs de mort, mais bon, pour l'instant non confirmées, de façon fiable, et donc est à feu et à sang, puisque bon, vous êtes au courant, on va pas... Et donc tout cela a eu pour départ, pour goutte d'essence qui a fait déborder le réservoir, l'augmentation des taxes sur le carburant, mais pas que. Puisque lorsque le gouvernement et monsieur Édouard Philippe a commencé à communiquer sur ce sujet-là, il a annoncé également qu'il y avait les différentes hausses qu'il y allait avoir sur les autres sources d'énergie, y compris électricité. Alors, en rappelant que la hausse de l'électricité, elle, ne sera pas là pour financer les cotisations patronales, enfin, je dirais les allègements et les aides en faveur des grandes entreprises du CAC 40, mais en fait, ces hausses d'électricité, des factures d'électricité, sont là pour financer la transition énergétique, qui a été faite de façon très hasardeuse. La France a financé le photovoltaïque chez les particuliers d'une façon totalement aberrante, il faut le dire. Et donc, par exemple, avec des coûts de rachat de 50 centimes d'euros. Voilà, tout ça est complètement suicidaire. Alors ceux qui ont pu bénéficier de ça, effectivement, ils s'en réjouissent. C'est un formidable placement financier, c'est hors norme. Mais globalement, en termes de rentabilité, un kilowattheure à 0,50, alors que des panneaux solaires maintenant le produisent, à 10 centimes d'euros le kilowattheure, vous comprenez bien que voilà, c'était pas du génie en termes de calcul. Lorsque ces gens-là devaient les faire pour extrapoler, savoir la rentabilité et ce que c'était en termes d'investissement et ce que ça allait rapporter à la France. Voilà, donc alors pour moi cette affaire elle est significative parce qu'en fait il y a des millions de Français mécontents. On peut parler de millions, 70% d'opinion favorable au mouvement des Gilets jaunes. Et une hausse des taxations du carburant qui est gelée pour l'instant, mais il faudrait bien que ça se finance. De toute façon, l'argent qu'ils donnent d'un côté, il va bien falloir qu'ils le prennent de l'autre. Et rappelez-vous, par exemple, quand il y avait eu une hausse, quand la hausse du gaz avait été bloquée par le gouvernement, quelque chose comme 2 ans après, il y a eu les hausses qui ont été bloquées, ont été répercutées, et donc sur vos factures, vous retrouviez une répercussion de ce qui n'avait pas été appliqué précédemment. Donc sachez que ce qui est bloqué tout de suite, il faudra le financer plus tard, et donc que ça sera ponctionné d'une façon ou d'une autre, que ça soit pour le photovoltaïque ou pour le carburant. Il faudra faire rentrer du pognon dans les caisses. Alors au-delà de cet aspect financier, au-delà de l'aspect social et politique, avec la tournure des événements, cette affaire pour moi, elle est centrale, et je veux mettre un gros focus dessus, parce qu'en fait, ce qu'a fait le gouvernement Macron,
avec maintenant, chose révélée, une volonté de faire cotiser les Français pour les grandes entreprises françaises sous le prétexte de la transition énergétique. Du point de vue de l'impact de la transition énergétique dans le cerveau de tout un chacun, c'est catastrophique. Il y avait eu le départ de Nicolas Hulot, qui a montré clairement que la politique de la France était contradictoire avec des réels intérêts et un intérêt réel envers la transition énergétique, donc pour sauver la planète. Et là, on a voulu nous faire gober la mouche en nous disant vous allez participer à la transition énergétique, et on se rend compte que c'est une phase escroquerie. Tout ça est fait pour remplir les caisses et pour payer le CAC 40. Il faut bien renvoyer l'ascenseur à ses sponsors. Et donc, en fait, l'écologie en prend un grand coup, quoi. On voit que maintenant, le gouvernement, les autorités politiques n'ont plus aucune crédibilité en matière de transition énergétique et en matière de protection de l'environnement, quel que ce soit. Donc, en fait, ils ont complètement discrédité dans le discours du citoyen tout ce qui pouvait être en faveur d'une transition énergétique sage, efficace et raisonnée. Ça va servir comme une sorte de jurisprudence négative pour les gens quand on va leur dire oui, mais par exemple on veut faire ci, mais à tel coût parce qu'on veut faire ça pour la planète, la transition énergétique. Et qu'est-ce que vont vous dire les gens quand ils auront pris pleinement conscience de ça? Ils vont dire vous nous avez roulé dans la farine une fois, vous n'allez pas nous refaire le deuxième coup. Donc voilà, c'était un vaste chapitre sur ce dossier-là parce qu'en fait, c'est vraiment ça a la croisée de plein d'informations et ça a des conséquences que l'on voit et dont on ne mesure pas encore l'impact puisqu'on ne sait absolument pas où ce mouvement qui a été démarré suite à cette escroquerie et ce mensonge, on ne sait pas jusqu'où il va aller et jusqu'où cela va mener. Vous avez suivi peut-être quelques-uns de mes directs. Je suis pas spécialement anxieux parce qu'en fait c'est des situations que j'avais un peu anticipées depuis 2008 en comprenant ce qui était en train de se passer au niveau des crises financières économiques. Donc je me suis penché sur tous ces mécanismes qu'on pouvait retrouver dans l'effondrement d'un pays lorsque cela se produit. Et donc la crise énergétique, la répercussion des taxes, l'augmentation des taxes, l'augmentation de l'imposition, tout ça sont des mécanismes qui sont purement connus si vous avez suivi l'actualité par exemple de la Grèce. La Grèce et les Grecs sont affublés d'augmentation de taxes et d'impôts et de charges en tout genre, avec en parallèle un appauvrissement et une baisse de leur salaire et de leur retraite, et tout ça pour financer ce qui doit être financé, c'est-à-dire rembourser les dettes principalement. Donc dans un pays comme la France qui est endetté, si vous avez l'historique de la Grèce, vous savez que les mêmes méthodes produisant les mêmes effets, les mêmes causes produisant les mêmes effets. La France, toutes les augmentations que vous êtes en train, auxquelles vous êtes en train d'assister, sont la conséquence d'un pays qui est en phase d'effondrement et d'un système qui cherche à piquer le pognon partout où il peut être piqué pour continuer, pour ne pas être en faillite et pouvoir être alimenté par des taux d'emprunt le plus bas possible et pour ne pas avoir de sanctions sur les marchés financiers par ces fameuses agences de notation. Voilà, je sais, ça part dans tous les sens. C'est pas forcément simple, mais j'aime livrer ces informations sans trop les préparer au préalable pour faire comprendre comment je perçois le truc, parce que ce que je perçois n'est pas forcément la réalité, mais pour vous donner des infos qui permettent de comprendre un peu comment sont organisées les choses une fois que vous allez, vous, de votre côté, prendre des pièces d'impulse et les assembler en fonction de ce que vous allez voir, et de façon à avoir pour vous vraiment votre opinion, une opinion qui sera la vôtre, pas la mienne et pas celle des médias, quoi. Je vous donne des informations avec mon interprétation, mais faites-en votre interprétation et ça, je le revendique. Donc, on va passer à la page suivante. Sur le principe, donc, vous savez, j'ouvre des onglets, je les mets en mémoire et puis je vous les propose. Donc là, valeur actuelle, qui pousse et qui regarde la même chose, la problématique sur cet angle. Donc, hausse des carburants, Wikileaks épingle le gouvernement. Donc la date, important, on va regarder les dates parce que je vais pas respecter d'ordre. Parce qu'en fait, ce que je vais respecter, ça va être l'importance au niveau de l'impact de l'actualité et de nos vies à l'instant T. Forcément, ce qui s'est passé en novembre sera moins impactant.
ce qui se passe maintenant, hein, ce qui sort maintenant est plus impactant et fait plus partie de l'actualité. Donc en fait, ça va être une actualité qui va être plutôt à rebours. Voilà, je voulais vous le préciser. Alors, un truc qui n'est pas nouveau, par contre. Alors c'est là que c'est intéressant de regarder les dates. Toujours regarder les dates quand on fait de l'information. Journal Ouest France, pollution, un paquebot à quai pollue comme 1 million de voitures. Voilà. Tout l'intérêt d'Internet et des informations, c'est que vous pouvez avoir de l'information sur des médias tout à fait propres sur eux. Et donc, le gouvernement français et la planète entière est en lutte contre le réchauffement climatique, contre les émanations de carbone, mais par contre, pas partout. Voilà, pas partout. Nous apprenons que, voilà, non là, apparemment, il n'y a aucun souci sur les émissions de carbone. Et puis, par exemple, le trafic aérien qui est en explosion permanente en termes de passagers transportés, et je fais partie des gens qui prennent l'avion hein, pour aller en vacances, il y a une explosion, et la taxation sur ces carburants-là, par contre, n'est pas du tout du même niveau que celle du carburant que vous utilisez dans vos automobiles. Donc, voilà, c'est tout le problème de l'incohérence, hein, de la communication et de la réalité de terrain, et de la prise de conscience de tout un chacun au fur et à mesure de l'appropriation de l'information et de l'appropriation de l'interprétation de l'information avec nos propres lunettes à nous, pas celles qu'on nous impose. Alors ensuite, transition énergétique, on va passer du côté de l'Allemagne. Article de 2015 encore, Bastamag. Journal que j'aime bien. Hein. C'est militant, c'est punchy, mais bon, voilà, ça fait du bien, ça réveille. Donc 2015, en Allemagne, des villages entiers sont rasés, place à la gigantesque mine de charbon. Donc ça, c'est les revers de l'abandon du parc nucléaire en Allemagne. C'est que l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle redémarre les mines de charbon. Et donc, parlons transition énergétique et pollution, salubrité des villes. Par exemple, quand sur Paris, vous avez l'apparition d'une hausse de la pollution aux particules fines, pensez à regarder la météo et savoir dans quel sens étaient les zones de dépression et dans quel sens circulaient les vents en Europe. Et vous vous rendrez très souvent compte qu'en fait, les pollutions que vous retrouvez sur la région parisienne sont l'émanation de ce qui vient de l'Allemagne, avec l'abandon du nucléaire et l'explosion d'utilisation du charbon. Voilà, donc c'est important. L'abandon du nucléaire, c'est pas sans conséquence en Allemagne, et c'est pas sans conséquence pour nous également. C'est le vent. Le vent, lui, on a appris ça depuis Tchernobyl, le vent et les nuages ne s'arrêtent pas aux frontières. Alors, l'Allemagne toujours. Article de novembre 2018. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit. C'est un peu du ping-pong. Hein. Plus de 40% de l'électricité allemande d'origine renouvelable. Donc avec cette année, on apprend une hausse de quelques pourcents de l'augmentation de la part d'énergie renouvelable. Donc l'Allemagne qui malgré tout suit une trajectoire, je dirais, qui est plus en adéquation que la nôtre. En équation, par contre. Voilà, donc c'était à relayer, sachant que oui, voilà, effectivement, les panneaux solaires, l'éolien, il n'y a pas d'énergie propre, quoi. L'énergie propre, c'est celle qu'on utilise et qu'on ne consomme pas et qu'on ne produit pas, en fait. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on appelle la transition, et si on veut abandonner le nucléaire. Alors, quid du recyclage des panneaux solaires, des batteries et j'en passe, effectivement, gros problème. Mais c'est un problème qu'on évoquera, je l'espère, progressivement dans les prochaines vidéos de cette rubrique actualité mensuelle ou un peu plus que mensuelle. Alors, petit article que j'ai trouvé intéressant sur les gestionnaires d'énergie dans les maisons, les délesteurs. Alors donc, avec l'apparition en fait, on assiste à l'apparition de tout un tas de matériel sur le marché concernant l'optimisation de votre approvisionnement énergétique. Les onduleurs, maintenant il y a des onduleurs qui paraissent sur le marché qui sont de plus en plus performants, de plus en plus hybrides, et pour des prix qui sont tout à fait raisonnables, et ce avec des fabrications françaises, conception
en laboratoire, en bureau d'études. Fabrication, je me doute qu'à ces prix-là, ils ne sont pas fabriqués en France. Mais que ce soit du matériel français ou allemand. Et donc, le fait qu'il y ait cette transition énergétique, c'est aussi la volonté de moins utiliser de puissance au niveau d'un compteur EDF. Parce que quand vous avez un abonnement, par exemple, 6 kW, vous allez payer le temps par mois, 4, vous allez payer le temps, et 9, vous allez payer le temps, et puis 18, vous allez le payer le temps. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un abonnement le moins cher possible et donc d'être le plus économe. Donc ça passe par, en fait, la réévaluation de votre tableau d'alimentation électrique dans votre maison et l'installation d'un dispositif, éventuellement, ça passe par éventuellement, qui va être un système de délestage. Et ce système de délestage va s'occuper, en fonction de vos besoins, de couper l'électricité sur telle ou telle zone de votre maison, en fonction de paramètres que vous aurez définis et des capacités de ce matériel, pour pouvoir faire tourner votre maison sans superposer divers appareils à forte puissance qui vont fonctionner en même temps. Donc ça va être une tendance que vous allez retrouver. Ça va être une sorte d'intelligence qui va être donnée à vos dispositifs dans vos maisons pour prioriser des fonctionnements à des heures données en fonction de l'approvisionnement, qu'il soit EDF, solaire ou sur batterie. Donc commencez à intégrer, si vous êtes dans un projet immobilier, à vous poser la question, comment doit être mon tableau électrique, mon installation globalement, comment elle doit être pensée par rapport à cette nécessité plus tard de tendre vers un système de délestage et de priorisation. Allez, une petite news du point de vue technologique. Donc des scientifiques créent un liquide capable de stocker l'énergie solaire pendant 18 ans. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine scientifique. Cet article m'a intéressé parce qu'en fait je sais qu'en Espagne, avant que le gouvernement ne sabre l'industrie du photovoltaïque en Espagne, il y avait des études qui étaient faites pour savoir comment convertir les calories en solidifiant un liquide qui, dans sa phase inverse, se désolidifiait et dans sa phase de désolidification, restituait de l'énergie thermique et énergie thermique qui, par derrière, pouvait servir à entraîner via de la vapeur des turbines pour produire l'électricité. Donc voilà, c'est important de savoir ces modes de stockage avec une capacité à un liquide de stocker et de restituer ça sous forme de calories. Il y a des projets qui sont en cours. Alors, 10 octobre 2018, c'est un peu plus vieux. Je ne l'avais pas vu passer avant, donc je tenais à vous le restituer. EDF mise sur la voiture électrique pour garder son nucléaire. Alors voilà, c'est toute la problématique de cette putain de transition énergétique, c'est qu'en fait, quand vous fouillez dans les tiroirs et dans les poubelles, vous vous rendez compte que les choix politiques, les choix qui sont faits, par exemple, le choix du tout électrique pour la voiture électrique, pour moi, la voiture électrique, en l'état actuel des choses, c'est une aberration. Nous ne serons jamais capables d'avoir autant de batteries sans avoir un impact catastrophique pour l'environnement qu'il faudrait pour faire tourner la France, nous permettre de nous rendre au boulot, de partir en vacances, ou voire même aux entreprises de bosser avec des camions qui seraient avec des batteries électriques, avec des bus qui le seraient également. Donc le choix des voitures électriques, pour moi, qui suis pourtant un fervent défenseur du photovoltaïque, et pour moi c'est une catastrophe. Et donc on voit qu'en fait il y a une stratégie au travers de la voiture électrique de tendre vers et de conserver le nucléaire. Alors est-ce qu'il faut conserver le nucléaire ou pas? Là on entre dans de la géopolitique, puisqu'on parle d'indépendance énergétique, et sans le nucléaire, la France n'est pas capable d'être dépendante énergétiquement. Donc c'est un sujet très complexe, surtout en phase d'effondrement. Imaginez un pays qui s'effondre, qui ne peut plus disposer de l'énergie nucléaire pour produire l'électricité. Catastrophe. Alors, 15 novembre, 14 même. On apprend à travers de cet article que l'Espagne a un objectif ambitieux qui est aucune voiture à essence et 100% d'énergie renouvelable en 2050. Je suis perplexe. À moins qu'on découvre une solution miracle, ou que la pile à combustible devienne une voiture, permette aux voitures d'être des véhicules au même prix que les voitures actuelles. Mais je vois pas, ou alors qu'il y ait que la population accepte de ne plus se déplacer avec un véhicule. Mais bon, je vois pas comment l'Espagne peut réaliser cet objectif, c'est totalement aberrant. Alors c'est clair, ça fait bien sur le papier, mais en réalité, je vois pas comment ça peut se passer.
Alors, un article, journal Le Monde, l'autoconsommation sera de plus en plus rentable. Alors oui, je l'affirme. Prenez une installation capable de produire, en fonction de votre situation géographique en France, si vous êtes plein sud ou si vous êtes plein nord, entre 4000 kWh par an et 3000 si vous êtes au nord. Cette installation-là, photovoltaïque, va vous coûter 3500 € de matériel, grand maximum, de matériel. Si vous vous démerdez bien, vous allez trouver quelqu'un qui va vous poser ça pour 1500 €. Donc vous faites le calcul, vous arrivez à avoir, si vous êtes astucieux, une installation pour 5000 € qui va vous produire, en fonction de votre ménage, la moitié ou les 2/3 de votre consommation électrique. Et donc, quand vous êtes capable de faire ça, que vous faites le calcul de votre facture d'électricité, vous regardez le nombre de kilowattheures, vous faites un contrat pour le rachat du surplus d'électricité, vous vous rendez compte qu'en fait, à ce prix-là, ça devient très rapidement rentable de faire de l'autoconsommation et de la revente. Voilà, donc c'est maintenant possible. Par contre, la grosse problématique en France, ça va être de trouver des installations qui font des prix honnêtes. Alors, transition énergétique, 24 novembre, journal Le Monde, les banques françaises financent de plus en plus les énergies fossiles au détriment du renouvelable. Voilà, alors tout ça est assez paradoxal. On nous parle de la transition énergétique, hein, et puis voilà encore un des éléments qui vient foutre le bordel, et qui nous montre qu'en fait, la grande finance, les banques, ne sont pas du tout motivées pour cette transition énergétique. Le problème, c'est quoi? C'est la rentabilité. Il n'y a pas assez de pognon à se faire. Pour l'instant. Allez, on continue. Alors, article du 27 novembre. Intéressant, parce qu'il serait bon de faire le point actuellement de ce qu'il en est sur les hausses d'électricité qui étaient prévues. Là, je suis pas à jour. Par contre, pour rappeler mon introduction sur ce fameux Macron Leaks, et puis sur la contestation, qui pour moi n'est plus une contestation sociale, qui est maintenant un mouvement qui est d'une nature insurrectionnelle, on peut le dire. Je peux le dire et je le dis. Les factures de carburant augmentent, mais les factures d'électricité. Alors ça, je ne cesserai de vous le dire. Étudiez la possibilité d'installer chez vous un dispositif photovoltaïque, sachant que ça coûte 3500 € et que si vous vous démerdez bien et faites fonctionner le bouche à oreille, quand vous trouvez le bon installateur, il y en a pour 1500 € de pause en France. Parce que ce à quoi on va assister, c'est en 2023-2024 un prix du kilowattheure, toute taxe comprise. Parce qu'en apparence, le kilowattheure ne sera pas plus coûteux, mais par contre, ils vous auront superposé tout un tas de taxes et de prélèvements, ça sera 24 centimes d'euros environ. Ça va piquer. Donc, plus vous serez capable de produire vous-même, moins vous serez obligé d'acheter, et plus vous économisez de l'argent. Donc, imaginez, c'est une façon de capitaliser pour sa retraite, sans placer d'argent dans les banques. Alors, une info du point de vue de la technologie, un bateau à hydrogène propulsé par énergie non polluante navigue 20 000 km sans faire le plein. Donc, catamaran s'envole, et puis on regarde plus loin, électricité 40% et hydrogène 60%. Donc c'est très intéressant. Donc on voit sur le côté quelque chose. Donc si on peut, je vous invite à le lire. Mais on se rend compte qu'il y a des projets qui sont fonctionnels, qui sont du stade, on va dire, expérimental, mais qui permettent de faire des choses très remarquables. Imaginez-vous, revenez 150 ans en arrière, les balbutiements du moteur à explosion, bon, c'était un peu plus de 150 ans, c'était du prototype, ça fonctionnait très très mal, c'était des pétoires, et puis regardez où c'est que nous en sommes maintenant. Donc vous pouvez très bien vous imaginer ces mêmes technologies innovantes tout de suite, là où elles en sont dans 20 ans, étant donné qu'en plus elles sont boostées par quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'est l'informatisation qui permet, et l'informatique qui permet à l'ingénierie d'accélérer tous les processus de développement et de test avant de passer à la phase pratique et à la construction de prototypes. Donc en fait, tout va beaucoup plus vite en recherche concernant tout ce qui est technologique. Allez, une autre news très intéressante. Très intéressante, la Norvège. La Norvège, on apprend que les bâtiments zéro carbone ne suffisent pas à la Norvège. Le pays en construit désormais qui produisent de l'énergie positive.
Alors, la Norvège, c'est un pays très particulier, parce que la Norvège, c'est un pays qui a du pétrole. Voilà. Donc, ça lui donne la monnaie norvégienne, c'est une monnaie qui intéresse beaucoup de monde. Et pourquoi? Parce que la Norvège a sa spécificité, c'est cette capacité à être indépendante de façon énergétique, mais ce qui ne l'empêche pas d'avoir une politique très ambitieuse du point de vue énergétique. Ce qui n'est pas le cas de la France. Voilà. La France, on n'a pas de pétrole et on n'a pas de volonté réellement de faire transition énergétique. Réellement. Par contre, on a une démarche de taxation assumée. Donc je vous proposerai les liens, bien sûr, dans la vidéo pour que vous puissiez aller plus en amont de tout cela. Alors ensuite, Maxi Science, un petit article très intéressant. À 13 ans, elle invente un moyen d'optimiser la production des panneaux solaires. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit extraordinaire. Et je me suis dit, bon, ça m'intéresse, moi je respecte. Donc je suis allé voir l'article. Et en fait, c'est comment faire du sensationnel avec ce qui ne l'est pas. En fait, ce qui est sensationnel, c'est pas ce qu'elle a inventé. Parce qu'en fait, elle n'a pas inventé quoi que ce soit. Elle a été capable d'utiliser des choses existantes pour faire quelque chose de fonctionnel. Mais ce qui est déjà une grande performance. Elle, à 13 ans, elle est capable de faire ce que moi je serais capable de faire après des années de recherche et de tests à 51 ans. Donc c'est une prouesse. Hein. Mais par contre, la réalité du truc, c'est que ce qu'elle a inventé, en fait, c'est un dispositif, un suiveur solaire, ce qui existe déjà, qui lui va chercher des informations là où elle se trouve pour piloter et positionner le positionneur solaire de façon adéquate et judicieuse. Donc voilà, bon, c'est chapeau. Mon but n'est pas de casser le travail de cette personne-là. Par contre, voilà, mon but c'était juste de dire voilà, je suis toujours un peu gêné. Moi qui suis un petit peu un communicant, vu que je fais de la communication avec vous et de l'information, voilà, l'utilisation de titres, ça a un impact assez important. Et bon, ça, voilà, moi ça me dérange. Personnellement, ça me dérange qu'on essaie d'en fumer un peu pour faire du sensationnel. Bon, allez, vous avez compris. Je passe à la suite. Alors, ensuite, un article très intéressant. Une batterie géante au cœur des Alpes. Ouais, parce qu'on nous parle tous de batterie. Hein, la batterie. Mais en fait, les batteries, le stockage d'énergie, on connaît tous. Un barrage est un stockage d'énergie. Et donc là, on nous apprend par exemple que l'usine hydroélectrique de Grand Maison en Isère utilise des turbines réversibles pour stocker de l'énergie. En gros, vous avez des turbines qui permettent de fabriquer de l'énergie électrique avec la pression de l'eau, barrage hydroélectrique standard, mais également le barrage peut être rempli grâce à des pompes qui vont prendre l'eau là où elle se trouve pour remplir le barrage pour ensuite pouvoir être utilisé a posteriori. Donc effectivement, c'est un mécanisme de stockage. Donc je vous laisserai l'article pour que vous puissiez aller plus en avant sur celui-ci. Ensuite, un petit article intéressant, imprimer ses propres panneaux solaires sera bientôt possible. Alors il y a une tendance, celle que je constate en ce moment sur le photovoltaïque, c'est l'apparition d'idées et de procédés qui sont, pour l'instant, que je qualifierais d'expérimentaux, sur la façon de fabriquer du panneau photovoltaïque qui va en fait baisser les coûts de production d'un côté et pour ce qui est de la recherche la plus fondamentale, en améliorer les rendements. Les panneaux solaires, vous pourrez constater qu'en fait, d'année en année, moi je regarde depuis 2015 environ. Depuis 2015, les panneaux solaires que vous achetiez, ils étaient à 250 watts. Maintenant, 2018-2019, les panneaux solaires que vous allez acheter vont être à 300 watts. Tout ça parce qu'en fait, les technologies permettent d'améliorer le rendement des panneaux, et c'est pas avec des grands poids pas en avant, mais c'est sur des améliorations de procédés et sur des techniques un peu différentes de concevoir ces panneaux, mais sans grande révolution. Donc là, nous avions les imprimantes 3D pour faire des pièces en plastique, voire même avec un amalgame métallique. Nous allons peut-être avoir des imprimantes qui vont nous permettre de fabriquer du panneau solaire. Voilà, c'est un concept intéressant. Alors, justement, les panneaux solaires, dès 28 décembre 2018,
Une nouvelle technologie est en train d'être mise au point grâce à des cellules perovskites. Perovskite. On est d'accord sur la prononciation, hein? Ok. Alors, j'ai pas cherché plus d'infos sur ce truc, je vous la propose. J'ai lu l'article. Bon, l'article nous apprend pas ce que c'est, ce qu'est cette technologie. Par contre, on sait que ça se passe en Angleterre, qu'il y a un investissement du gouvernement britannique sur ce projet, que la boîte qui développe ce truc a levé une bonne somme d'argent. Mais bon, 7 millions de dollars, c'est pas gros, hein. 7 millions de dollars, pour vous donner une idée, c'est l'argent qu'il faudrait pour monter un concurrent, un mythique, qui soit présent dans les médias. Voilà. C'est à peu près ça, hein. Donc on voit un peu ce que ça représente en termes de budget, mais c'est pas grand-chose, puisqu'il s'agit de recherche, non pas d'industrialisation. Par contre, si ça peut aboutir à quelque chose, on peut lire, on voit qu'Oxford PV travaille de sorte à permettre aux cellules d'obtenir un rendement taux d'énergie solaire transformé en énergie exploitable à 30%. Alors que le rendement actuel des panneaux solaires, pour ceux qui ont quelques années, c'est du 15%, 3-4 ans, c'est du 15%. Pour ceux qui sortent actuellement, on est sur du 18%. Donc là, vous voyez le bond en avant éventuel. Donc c'est important parce que vous regardez derrière, et en conclusion quasiment de cet article, c'est la guerre pour la suprématie sur le marché des énergies solaires est loin d'être terminée. Fini. Sachez aussi que les Anglais sont sur le développement de panneaux photovoltaïques qui sont également capables d'utiliser l'eau qui ruisselle sur les panneaux pour produire de l'électricité, avec des faibles rendements. Mais voilà. Donc, je vous avais déjà relayé cette information, je crois. Donc voilà, ça bouge à petits pas, quand même rapidement, hein. Si on vous avait dit, par exemple, que des panneaux solaires en 2015 pouvaient produire 250 watts et que maintenant, pour le même prix, ils produisent 300, faites un ratio de progressivité. D'ailleurs, on va le faire, tiens. On va le faire. Que disais-je? 250 multiplié par 300 égale, voilà, 25%. 25% de gain de puissance, hein. Je crois que si vous vérifierez les calculs, que je dise pas de conneries, je fais ça très rapidement sans réfléchir en fait. Et donc en fait, on a gagné 25% de rendement sur les panneaux solaires. Alors faites attention avec les pourcents, c'est parce que les panneaux sont pas à 25% de rendement, hein. C'est un peu comme le chômage. La hausse a cessé d'augmenter, hein, vous savez, c'est des formules. Ben là en fait, c'est une augmentation du rendement, hein, de 25%. Allez. Et pour terminer et conclure, nouveau record pour cette voiture solaire violet. Alors on voit que c'est un prototype. 3,25 kWh pour 100 km. Et un poids de véhicule 360 kg sur la balance, sans le pilote. Vitesse de pointe 100 km/h. Longueur 2 km 2. Et l'autonomie. Est-ce que j'avais vu l'autonomie? Il me semble que j'avais vu l'autonomie. Cette voiture solaire vient de battre un nouveau record mondial d'efficacité énergétique sur un parcours de 4005 km reliant 318 cellules photovoltaïques monocristallines. Donc monocristallines, c'est ces cellules qui sont d'une seule couleur uniforme, sans cet effet marbré. 2 moteurs électriques par moyeu. Donc vous pouvez aller voir le lien. Très intéressant. Donc on voit en fait que là aussi, tout comme il y avait ce voilier qui n'était pas un voilier, ce bateau électrique et à hydrogène qui a réussi une performance en autonomie de 20 000 km, ben là nous avons également des progrès qui sont finalement des grandes avancées du point de vue technique. Je n'ai pas relayé, dommage, j'ai pas le lien. Les Chinois ont développé une voiture électrique qui pouvait avoir 350 km d'autonomie pour un coût de revente du véhicule de 10 000 euros et avec un stockage de l'ordre de 33 kWh. Le poids de la voiture était très léger. En fait, c'est une voiture assez compacte. Voilà, je vous donne l'information, vous pourrez rechercher éventuellement. Je ne mettrai pas le lien parce que j'ai vu passer la news, mais je ne vous le relais pas. Tout ça pour vous dire qu'en fait, rien n'est figé et que quand on le veut,
on peut. Sur ce, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir suivi cette rubrique. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je souhaite que la crise actuelle se règle pacifiquement. Et puis, si je devais dire en gros, vous donner un conseil. Voilà, si je devais vous donner un conseil, soyez des citoyens prévoyants. 2018 a été compliqué, 2019 va l'être encore plus, et 2020 va l'être encore plus que 2019, et ainsi de suite. Donc, soyez des citoyens prévoyants. Vous pouvez appeler ce que vous êtes, si vous l'êtes, ou ce que vous deviendrez si vous devenez citoyen, comme vous voulez. Prépeur, survivaliste, citoyen prévoyant, et j'en passe. Mais devenez des citoyens prévoyants. Anticipez l'avenir. Modifiez votre environnement proche, environnement technique et matériel, pour être le moins énergivore possible, et pour avoir des alternatives, et pour avoir un amortisseur préservant votre sécurité énergétique, alimentaire, quelle qu'elle soit d'ailleurs cette sécurité, tous les aspects de la sécurité, pour progressivement être dans une société de plus en plus résiliente, de plus en plus économe, avec de moins en moins d'impact sur l'environnement, et une société qui soit capable de faire face aux situations de crise et aux coups durs, d'où qu'ils viennent et quelles qu'en soient les natures. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite à tous, en plus d'une très bonne et une excellente année 2019, étant donné que bon nombre de personnes ne verront cette vidéo qu'en 2019. Sur ce, bis à tous, faites un super réveillon, profitez bien, bis à toutes vos familles, et puis soyons positifs et entreprenants. À plus.